Bonjour Éric Côme. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin. Vous êtes infectiologue, vous êtes le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On vous connaît bien maintenant depuis le premier confinement et désormais donc ce second. Les mesures annoncées hier par le président Emmanuel Macron vous paraissent-elles adaptées? Oui, malheureusement, il n'y avait pas d'autre choix. Étant donné la saturation du système de santé, on ne pouvait pas faire autrement. On est parti sur un taux de doublement de l'épidémie tous les 15 jours. Alors c'est beaucoup plus lent que c'était en mars, donc il ne faut pas s'affoler. Mais en même temps, on sait que ça arrive et donc il faut se préparer. On sait que ça arrive et en même temps il y a eu cette phrase d'Emmanuel Macron hier qui dit qu'on est surpris par l'ampleur. Est-ce qu'on est surpris vraiment? Écoutez, non, je crois pas. On s'y attendait tous, hein. Les courbes sont conformes, enfin les courbes prévisionnelles sont conformes à ce qui arrive. Donc non, on n'a pas été si surpris que ça. Mais alors si on n'est pas si surpris, pourquoi est-ce qu'on agit dans l'urgence? Je pense qu'en fait, ils comptaient beaucoup sur l'effet du couvre-feu et puis ils se sont rendus compte que le couvre-feu ne marchait pas, même si on n'a pas attendu les 15 jours à 3 semaines dont on parlait. Et en plus, le couvre-feu était parallèle aux vacances scolaires, hein. On a oublié un peu ça. Non, de toute façon, moi je pense qu'il fallait confiner déjà il y a une quinzaine de jours, hein. Malheureusement, hein, parce que c'est un aveu d'échec en fait. Mais la vraie question, c'est celle-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiné plus tôt? Au fond, on se souvient de vos prédictions, on se souvient aussi de ce qu'avait dit Jean-François Delfrécy dès le début du mois de septembre, où il disait il faudra prendre des décisions très difficiles, et derrière, il n'y en avait pas eu. Oui, alors je pense que les raisons ne sont pas du tout sanitaires, hein. Les raisons sont économiques, comme vous le savez, et sont d'ailleurs assez compréhensibles, hein, puisque le confinement, ça a une traduction en termes socio-économiques qui est très, très difficile à assumer, hein. Donc c'est tout à fait compréhensible. Après, d'un point de vue médical, sanitaire, c'est sûr que plus on confine tôt, plus on est efficace, moins ça dure longtemps. Éric Côme, vous nous dites que c'est un aveu d'échec. Oui, c'est un aveu d'échec, parce que moi je vis le confinement comme un échec, comme un aveu d'échec, c'est-à-dire un échec de la politique de prévention qui aurait dû être mise en place dès la fin du premier confinement. C'est-à-dire dès le déconfinement, on aurait dû mettre en place une politique qui n'a pas marché, le fameux tester, tracer, isoler sur le plan individuel, le port du masque qui n'a probablement pas été assez respecté, notamment dans les lieux privés, le problème du contrôle aux frontières, avec la fameuse quarantaine, enfin voilà. Tout cela, en fait, on nous en a beaucoup parlé, mais dans les faits, ça n'a pas été tellement appliqué. Exactement, ça a été appliqué, hein, mais probablement pas suffisamment, parce que si ça avait été suffisamment appliqué, on serait descendu au fameux R0 en dessous de 1, et or on est resté au-dessus, le R0 est apparu au-dessus de 1 très rapidement, donc on a vu qu'on perdait le contrôle sur l'épidémie, et puis après, c'est les résultats qu'on a vus, qu'on voit maintenant. Si le président de la République avait lu votre livre, vous l'avez publié, on n'était pas prêt, voilà ce que vous aviez dit. Au fond, vous dites dans votre livre qu'il aurait fallu tirer toutes ces leçons. Comment vous expliquez que malgré vos alertes, malgré les alertes de nombreux médecins comme vous, ça n'ait pas été fait? Je pense que nous, en tant que médecins, on se positionne trop en tant que médecin. On se positionne pas assez en prenant en compte les autres termes de l'équation, c'est-à-dire le terme social, le terme économique. Et donc, de ce fait-là, on n'est pas forcément audible auprès des autorités politiques. Et vous le disiez pourtant, urgence. Oui, oui, ça peut, effectivement, mon livre s'appelle Urgence sanitaire, donc effectivement, c'est une urgence, mais ça n'a pas été bien compris par les autorités. On n'a probablement pas su bien leur expliquer, ou ils n'ont pas voulu entendre. Peut-être plutôt, ils n'ont pas voulu entendre. À quoi ressemblent aujourd'hui les services de réanimation dans votre hôpital? Écoutez, ça se passe pas super bien, c'est-à-dire qu'on fait face, évidemment, mais on augmente le nombre de lits et la capacité d'accueil tous les jours, que ce soit en hospitalisation complète ou en hospitalisation en réanimation. Pour ce faire, on est obligé de déprogrammer des malades, on est obligé d'annuler des consultations, des hospitalisations de jour, des hospitalisations de semaine, pour pouvoir récupérer du personnel. Donc c'est des conditions quand même très acrobatiques, et on sait que la marée va continuer à monter encore pendant plusieurs jours, voire semaines. La marée va continuer à monter, ça veut dire que vous vous attendez à quel genre de situation dans une semaine, dans 2 semaines, dans vos hôpitaux? L'épidémie actuellement a un taux de doublement de 15 jours, c'est-à-dire tous les 15 jours le nombre de malades double. Donc on sait que le nombre de malades va doubler en réanimation comme en hospitalisation complète dans les 15 jours qui viennent.
Emmanuel Macron a dit hier une deuxième vague plus dure et plus meurtrière que la première. Est-ce que vous partagez ce constat? J'espère que non. Enfin, j'espère qu'elle ne sera pas plus meurtrière. Après, Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que il a pris conscience de la gravité de la situation, qu'il annonce le pire en espérant probablement le meilleur. Et on en est tous d'ailleurs là. Je pense qu'on est quand même mieux Ça veut dire armé. que vous surjouez? Pardon, mais c'est important ce que vous dites. Ça veut dire que le président, il surjoue un peu? Il a un peu surjoué dans le catastrophisme, peut-être, je sais pas. Et en même temps, ceux qui étaient réalistes dans le catastrophisme n'ont pas vraiment été entendus. Oui, voilà, c'est paradoxal, effectivement. Quand on a été un peu dans le catastrophisme, on nous a pas écoutés. Maintenant, on surjoue dans le catastrophisme, peut-être, je n'en sais rien. Je pense qu'on est mieux armé quand même, on est mieux préparé. Après, moi, je pense surtout au non-Covid, parce que c'est eux qui risquent de payer l'addition, parce que malheureusement, on va pas pouvoir prendre en charge en parallèle tous les malades. Éric Côme, plusieurs décisions ont été prises. D'abord, les écoles, les collèges, les lycées qui vont rester ouverts. Du point de vue économique et du point de vue éducatif aussi, on comprend la logique. Du point de vue purement médical, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas de risque de contagion du point de vue des enfants et des enfants vis-à-vis des adultes? Si, malheureusement, il y a un risque de contagion, bien évidemment. Je pense même que c'est le grand trou dans la raquette. Il y a deux grands trous dans la raquette tels que l'a présenté le président hier. Il y a le premier trou, c'est celui dont vous parlez, c'est-à-dire, je pense que probablement que dans les écoles, effectivement, il fallait laisser les écoles ouvertes, c'est-à-dire pour le primaire, mais je pense que pour le secondaire, il fallait fermer. Collège et lycée? Voilà, collège et lycée, parce que malheureusement, ça circule, ou en tout cas, il faut réduire le nombre d'élèves, peut-être se concentrer sur les élèves en difficulté, c'est une bonne manière de s'occuper d'eux, et laisser les élèves qui ne sont pas en difficulté en télétravail et à la maison, parce que ça circule dans les écoles, et après, les cas qui apparaissent dans les écoles, c'est des contaminations. Donc ça maintient un gros risque? Je pense que ça maintient un risque et ça fait partie d'un des deux trous de la raquette. Le deuxième? Le deuxième trou dans la raquette, c'est l'histoire du télétravail, qui est uniquement dit quand c'est possible. Enfin, je ne sais plus la formule qu'il a employée, mais en tout cas, il n'a pas dit qu'il était obligatoire. Et ça, à mon avis, c'est une erreur fondamentale, parce que beaucoup de chefs d'entreprise sont réfractaires au télétravail pour leurs employés. Enfin, moi, en tout cas, c'est les retours que j'ai. Et ça, je pense que c'est une grave erreur. Il faut faire confiance à ses employés. Quand le télétravail est possible, il faut vraiment se mettre en télétravail pour casser les chaînes de transmission à l'intérieur des entreprises, parce que malheureusement, le port du masque n'est pas respecté partout, tout le temps, dans toutes les entreprises. J'ai des retours à ce propos. Mais Éric Côme, si je vous écoute, ça veut dire que malgré les évidences, et alors qu'on a l'impression qu'il va déjà très loin, en réalité il ne va pas suffisamment loin. Et quand on regarde en arrière, on a l'impression que pratiquement toutes les 2 semaines, on a serré encore plus la vis. On nous a dit, ce coup-ci, on va faire des efforts. Les entreprises ont investi, les restaurateurs ont investi, ils ont tous appliqué des protocoles. Et à chaque fois, ça n'était finalement jamais suffisant. Est-ce que là, on n'est pas en train de faire la même erreur? C'est vrai qu'on court un peu après le virus, et ça c'est depuis plusieurs semaines déjà. Mais là, je pense que quand même, là c'est plus vraiment une course après le virus. On a pris les devants. C'est vrai que je mentionne ces 2 trous dans la raquette, parce que pour moi, effectivement, il y a 2 trous dans la raquette. Mais j'espère que ça sera possible quand même. Enfin, en tout cas, j'y crois. Et je pense qu'il faut absolument y croire, parce que sinon on serait parti pour une situation comme ça pendant des semaines, voire des mois, et c'est pas tenable. Dans les mesures, on l'a appris ce matin, les jardins, les parcs et les plages devraient rester ouvertes. Est-ce que ça, vous approuvez? Oui, ça j'approuve alors à 100%. Et en fait, quand j'avais dit qu'il fallait reconfiner, j'avais dit qu'il faudrait un confinement intelligent cette fois-ci. Et là, je le trouve, si je fais abstraction des trous dans la raquette dont je parlais tout à l'heure, je le trouve quand même intelligent sur le plan de l'accès au parc, au bois, aux plages, où on ne risque strictement rien, même en ne portant pas le masque. Il faut arrêter avec de penser que l'on se contamine à l'extérieur en portant un masque, en ne portant pas de masque sur une plage. C'est pas possible. Donc vous encouragez ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent à effectivement sortir avec leurs enfants, ou sortir tout seul, mais sortir. Oui, absolument. Je pense que c'est même indispensable, parce que sinon on va tous devenir fous, si je peux me permettre. On devient un peu fous. Voilà, pas en ce qui nous concerne, mais c'est vraiment un danger qui nous guette. Vous savez qu'il y a eu des conséquences en matière de troubles psychiatriques, du confinement et du déconfinement d'ailleurs aussi, mais surtout du confinement. Il ne faut pas reproduire ces erreurs-là. Il faut pouvoir aller prendre l'air. Prendre l'air.
rendre visite aux plus âgés. Les visites dans les EHPAD seront autorisées, contrairement au premier confinement. Est-ce que là, il y a un risque ou est-ce que vous vous dites qu'on peut le faire? Il y a un risque, hein. De toute façon, la vie n'est pas sans risque. Donc, il y a un risque, quoi qu'on fasse. Après, il faut que ce soit un risque acceptable ou pas acceptable. Dans les EHPAD, je pense qu'on peut prendre le risque. Et de toute façon, il faut le prendre parce qu'on sait les conséquences de l'isolement des personnes âgées. Mais il faut être extrêmement prudent, je pense, et notamment avec les personnes qui travaillent au sein des EHPAD. Moi, je pense qu'il faudrait les dépister régulièrement, par exemple une fois par semaine, pour être sûr que ne rentre pas dans une EHPAD quelqu'un de contagieux. Vous dites la vie n'est pas sans risque, mais cette phrase, elle me fait sourire si elle me faisait pas pleurer, parce que c'est toute la question. Jusqu'où est-ce qu'on va dans la protection? Bien sûr qu'il faut protéger au maximum, mais on va de plus en plus loin tout de même. Là, le problème, c'est que l'impact, en fait, si je prends en compte la saturation des hôpitaux, l'impact, il est non seulement pour les patients Covid, mais il est également pour les patients non Covid. Il est pour vous, il est pour moi, il est pour tout un chacun, toutes les personnes qui nous écoutent. Et ça, c'est pas admissible. Donc là, on peut pas continuer à prendre le risque de laisser circuler le virus. C'est pas possible. Il faut faire un stop. Et puis, il faut repartir sur de bonnes bases, des bases saines, et donc préparer un déconfinement intelligent. Noël qui est dans quelques semaines en réalité, et juste après le 1er décembre, qui est la date officielle de sortie de ces nouvelles mesures par Emmanuel Macron. Est-ce qu'on pourra fêter Noël en famille? Écoutez, je l'espère. Alors probablement que ça sera un milieu un peu réduit, en respectant 6, 8, 10 personnes maximum. Peut-être qu'il faudra même porter des masques, je n'en sais rien. En tout cas, si, pour les personnes fragiles, je sais déjà, il faudra qu'elles portent un masque. Malheureusement, même dans le milieu familial, il est fondamental de bien insister là-dessus. Il faut protéger les personnes fragiles. Donc Noël, je pense que c'est une période très importante. J'espère que le fait d'avoir confiné maintenant permettra de passer les fêtes de Noël en famille, mais je ne peux pas l'affirmer aujourd'hui. Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, dit que ce sera sans doute sous couvre-feu, cette période-là. Est-ce que vous imaginez une sortie de cette période plus stricte de confinement avec un retour non pas à la vie normale, mais à une vie quasi confinée encore? Oui, je suis quasiment certain de ça. C'est-à-dire, ça va pas être on-off, on va pas passer d'un confinement à un déconfinement absolu. Ça va être un déconfinement progressif avec effectivement des étapes intermédiaires qui relèveront de ce qu'on appelle un couvre-feu. Donc une sortie extrêmement progressive. Est-ce que au fond, est-ce que ça pourrait durer toujours? Et si ça ne s'arrêtait jamais? De toute façon, ce virus, il s'est installé parmi nous. On va devoir vivre avec, hein, j'en suis persuadé. Il va rejoindre les 4 autres coronavirus qui circulent parmi nous depuis des siècles. Donc ça va prendre un petit peu de temps. On va arriver à une immunité collective, que ce soit naturellement ou par le vaccin. Mais de toute façon, on va y arriver, c'est absolument évident. Donc non, ça ne durera pas une éternité, ça ne durera pas non plus quelques semaines, ni quelques mois. On est parti probablement pour plusieurs années, sauf si on a un vaccin demain. Mais vous nous parlez d'une immunité, je voudrais qu'on s'arrête quand même un instant là-dessus, parce que il y a cette étude britannique qui a été publiée il y a quelques jours, qui montre que les anticorps disparaissent en réalité très rapidement, au bout de quelques mois. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut quand même espérer une immunité collective? Oui, absolument. Il ne faut pas se méprendre sur les résultats de ces études-là. En fait, vous avez 2 types d'immunité. Vous avez une immunité dite cellulaire. Je suis désolé pour ce Non, très bien. On veut comprendre. Il n'y a pas de problème. Vous avez 2 types d'immunité, en fait. Une immunité qu'on va appeler B, c'est les anticorps. Une immunité T. Les anticorps, effectivement, disparaissent, mais l'immunité T, dite cellulaire, elle persiste. Il y a une coopération entre les 2 types d'immunité. Et donc, quand vous êtes réinfecté, parce qu'effectivement, vous pouvez être réinfecté, cette coopération immunitaire se met en place immédiatement et du coup, effectivement, vous allez faire une deuxième infection, mais elle va être bien moins grave que la première. Et encore, pour l'instant, vous avez vu, il y a quand même pas tant de ça de réinfection. Ça se compte sur les doigts de la main. Voilà, ça se compte sur les doigts de la main, alors qu'il y a des centaines de millions de cas. Après, il y aura probablement des réinfections, hein, on le sait, mais elles seront moins graves. Et puis, progressivement, on va s'immuniser. Et c'est exactement ce qui se passe avec les autres coronavirus, en fait, hein. Olivier Véran a évoqué le chiffre d'1 million de Français qui, à l'heure où on se parle, seraient porteurs de ce virus. Est-ce que ça vous paraît réaliste? 1 million de porteurs aujourd'hui, ça m'apparaît quand même énorme.
Je pense pas que ça soit à ce point-là, parce que probablement qu'il a voulu dire que c'était 1 million de Français qui avaient été infectés. Parce que sinon, là encore, on surjoue un peu, quoi. Voilà, mais je pense qu'il y en a même plus qui ont été infectés. Moi, je pense que la prévalence, elle doit pas être moins de 10% aujourd'hui, parce que le virus a quand même beaucoup circulé. Encore un point sur cette question de l'immunité collective. On se souvient de vos propos au début de l'été. Vous aviez évoqué la question de la protection des plus fragiles et de la circulation du virus chez les plus vaillants. Emmanuel Macron a évoqué hier cette option qui a été considérée notamment par des économistes et par certains médecins et par Jean-François Delfraissy à un moment, de dire au fond il faudrait protéger, isoler, séparer en quelque sorte les générations, les plus de 70 ans en gros, qui sont les plus fragiles, devraient rester chez eux, le reste de la population continuerait à vivre et du coup à avoir cette circulation du virus chez les plus vaillants. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça finalement ? Parce que on n'a pas fait ça, enfin c'est une stratégie qui a été faite quand même dans beaucoup de pays dans le monde, hein, et c'est d'ailleurs quelque part la stratégie qu'on a choisie également, puisque la stratégie opposée c'est d'empêcher le virus de circuler, mais ça, il y a très peu de pays qui ont réussi à empêcher le virus de circuler. La Nouvelle-Zélande par exemple en est un bon exemple, ou les pays confucéens d'Asie du Sud-Est, Taïwan, Singapour, etc. Eux ils ont empêché de circuler le virus, mais à part ces pays-là, tous les autres pays ont accepté de vivre avec le virus et de le laisser circuler. Alors après tout est question de à quelle intensité circule le virus. À partir du moment où le virus circule intensément et qu'on ne peut pas l'arrêter, c'était le cas cet été, cette constatation avait abouti au fait de dire si on laisse circuler le virus, dans ces cas-là, il faut vraiment protéger les personnes fragiles et les vieux, parce que sinon on court à la catastrophe. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous ne regrettez pas peut-être d'avoir été mal compris quand vous avez dit on pourrait laisser circuler le virus chez les plus jeunes ? En fait, j'ai jamais dit vraiment qu'il fallait laisser circuler le virus chez les jeunes. J'avais rajouté vous laissez circuler le virus chez les jeunes. Dans ces cas-là, tirez-en les conclusions et protégez les personnes âgées et les personnes fragiles. Et malheureusement, les conclusions n'en ont pas été tirées. On a continué à laisser circuler le virus chez les jeunes et on n'a pas protégé les vieux, quoi. C'était donc en fait un constat. Oui, oui, c'était un constat. J'ai toujours été très clair là-dessus, hein. Après, de toute façon, il faut se préparer à avoir une immunité collective. Donc, il faut bien y arriver par un moment ou par un autre. Le pays ne peut pas vivre sous cloche, confiné pendant des décennies. Mais c'est vraiment la question qu'on se pose. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Non, on va y arriver progressivement, mais il faut croire en nos capacités à générer une immunité naturelle. On va parler du vaccin dans un instant, mais sur la question des vagues, au fond, là, on nous parle d'une première vague, puis d'une deuxième vague. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait une troisième vague au printemps prochain ? Oui. 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 Jusqu'à ce qu'il y ait une immunité de troupeau, ce qu'on appelle l'immunité de troupeau, c'est-à-dire on estime qu'elle est à 60-70%. C'est-à-dire quand 60 à 70% de la population aura été immunisée, que ce soit naturellement ou que ce soit par le vaccin, le virus arrêtera de circuler. En fait, on va avoir une vague par saison. Ça, à mon avis, ça ne sera pas par saison, ça sera jusqu'à ce qu'il y ait une immunité, il y aura des vagues, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, vous nous dites, tout le monde va l'avoir, tout le monde va finir par avoir ce virus ? Oui, je pense qu'à terme, effectivement, s'il n'y a pas de vaccin, évidemment, tout le monde finira par attraper ce virus et on arrivera à une immunité naturelle et puis le virus arrêtera de circuler. Enfin, il n'arrêtera jamais de circuler, mais il circulera de manière très faible et puis de temps en temps, il y aura un cas par-ci, un cas par-là et puis cette histoire sera terminée. De toute façon, il faut se référer à l'histoire. Et c'est pour ça que je raconte l'histoire des coronavirus dans le livre, parce que ce coronavirus-là va rejoindre les 4 autres coronavirus déjà présents. Donc, on sait déjà ce qui va se passer, en fait. La question du vaccin, vous le disiez à l'instant, le Conseil européen qui évoque éventuellement des vaccins qui pourraient être disponibles dans l'Union européenne, peut-être même dès la fin de cette année. Est-ce que c'est réaliste ? Dès la fin de cette année, vous voulez dire dans les 2 mois qui viennent, la fin de l'année 2020, oui, non, ça, j'y crois pas une minute. Hein. Ça, je pense qu'il faut vraiment pas rêver. On n'aura pas de vaccin d'ici la fin 2020. Le président, hier soir, a dit qu'on va parler de vaccin à l'été 2021. Écoutez, oui, j'espère, mais honnêtement, j'en sais strictement rien. Je vous rappelle que ça fait quand même des décennies qu'on cherche un vaccin sur le sida. Je répète souvent ça, mais malheureusement, c'est vrai, et qu'on n'en a toujours pas. Et il y a plein d'autres maladies, je pourrais vous citer, où on cherche des vaccins, mais on n'en a toujours pas. Et quand vous dites, Éric Côme, que cette maladie, elle revient régulièrement, est-ce que ça veut dire que le vaccin, ce sera un vaccin une fois pour toutes, comme il y avait le BCG, ou est-ce que ce sera un vaccin comme la grippe, qu'il faudra refaire chaque année ? Je pense que ça sera. Je pense pas qu'une injection conférera une protection à vie. Hein. D'abord, c'est très improbable en maladie infectieuse. Hein. On n'en connaît quasiment pas où une seule injection confère une protection à vie. Donc ça, j'y crois pas du tout à cette hypothèse. Je pense qu'il faudra revacciner. Et en plus, le fait qu'on sache déjà qu'on se réinfecte,
forcément, il faudra très certainement revacciner. Ce sera donc un vaccin annuel. Un dernier mot avec vous, Eric Combe. Est-ce qu'on sait quand même mieux soigner? Oui, alors ça c'est incontestable, on sait mieux soigner. Après, il ne faut pas que le système de santé soit saturé pour qu'on puisse prendre en charge les gens correctement. Mais on sait beaucoup mieux soigner, ça c'est absolument très clair. Entre les corticoïdes, les anticoagulants et les modalités dites non invasives de réanimation, on a fait d'énormes progrès dans la prise en charge des malades. Donc on finira tous par l'avoir, mais l'objectif c'est de ne pas l'avoir tous en même temps. Merci Exactement. beaucoup. Merci professeur d'être venu sur RMC et BFM TV. Vous êtes infectiologue, vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le titre de votre livre, c'est Urgence sanitaire. Et ça fait le point sur tout cela. Merci infiniment.